Et en fait, du coup, on commence à parler de nous, on a des articles dans la presse, etc. Et un jour, Moussa m'appelle, il me dit, ouais, truc de ouf, truc de ouf. Je sais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, il y a l'Élysée qui vient de m'appeler. J'ai commencé à l'Élysée, il me dit, ouais, ouais, il y a une meuf de l'Élysée, là, elle m'a appelé, elle veut nous rencontrer avec l'assaut. Vas-y, on voit un petit clap. Alors, bonjour Karim. Salut Louis. J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de te recevoir. Euh, on va commencer directement par détailler un peu ton parcours, parce que c'est un parcours qui va inspirer, je pense, beaucoup de jeunes. Euh, Toi-même étant jeune, issu de Cergy du coup, fils d'ouvrier si je ne me trompe pas, C'est ça. arrivé à l'ESSEC, directeur de cabinet de maire, donc beaucoup de choses à raconter. Est-ce que tu peux rapidement nous détailler un peu d'où tu viens, peut-être aussi étant donné que tu es assez lié à la ville de Cergy, nous expliquer un peu dans quel environnement tu as grandi, les thématiques un peu phares à Cergy. Carrément, ouais. Bah écoute, d'abord merci pour le podcast et l'invitation. Je pense que ce que tu fais est utile parce que quand j'avais 18 ans, quand j'avais 19 ans, on n'avait pas forcément de format comme ça qui Merci. permettait de savoir vers quoi on pouvait s'orienter. Et me dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui peuvent tout de suite avoir une vision de ce que ça ressemble un peu le quotidien d'un élu, d'un directeur de cabinet, ou tout simplement en fait à quoi sert une mairie. Parce que malheureusement, très souvent, on ne le sait pas forcément. Bah, ça, c'est très utile, donc merci pour le job. Sur mon parcours, donc ouais, effectivement, comme tu dis, moi je viens de Cergy, Cergy-Pontoise précisément, parce qu'en fait c'est une agglomération Ouais. avec plusieurs communes. Et donc moi j'ai grandi à Éragny précisément, dans un quartier qui s'appelait les 10 Arpents, qui était un quartier dit difficile, hein, comme on en connaît partout, avec du coup un parcours assez similaire à beaucoup de jeunes des quartiers populaires, à savoir voilà, avec toutes les difficultés, avec toutes les inégalités qu'on connaît très rapidement quand on arrive au collège. Et finalement, c'est aussi en fait tous ces mécanismes d'inégalité que j'ai compris assez tôt, en fait, qui m'ont permis Mhm. d'avoir cette maturité et de vouloir m'engager. Et en fait, ça fait partie des déclics qu'on a eus. Et en fait, parmi l'un des déclics, je te raconte ça parce que ça m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, c'est à la fin de la troisième. On arrive à la fin de la troisième et en fait, on nous donne nos orientations. Et là, on se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas d'accompagnement sur ce qu'on voulait faire ou ce qu'on aimait ou ce qu'on n'aimait pas. Ouais. Et en fait, je suis le seul gars qu'on envoie en filière générale. C'est-à-dire De que toute la de classe? toute la classe. Et là, à ce moment-là, ça me fait une claque parce que du coup, mes potes terminent tous sur des filières pro qu'ils ne Ouais. voulaient pas forcément. Parce que la filière pro, c'est bien, mais il faut avoir une appétence pour tel ou tel domaine. Ils terminent tous dans des filières qu'ils connaissaient à peine ou en fait, ils n'avaient même pas une idée de ce que ça pouvait être. Et je suis le seul. Et là, je me dis, il y a un truc qui va pas. Alors, c'est pas possible que sur une vingtaine, il y ait un seul gars qui termine en Mhm. général. Il y a un bug quelque part. Et c'est là où du coup je commence un peu plus à me pencher sur ce qui fait qu'on en arrive là. Et c'est là où je me dis, bah, en fait, c'est ça les inégalités en fait. La justice sociale, elle n'existait pas, l'égalité, elle n'existait pas. Et voilà comment est-ce qu'on arrive à en terminer là-dessus. Et donc ça faisait partie un peu de mes déclics et de ce qui m'a conditionné à m'engager. Et comment est-ce que toi, tu t'es orienté vers la filière générale? Parce qu'en règle générale, euh, quand dans l'entourage, il y a uniquement des gens qui vont aller en professionnel, on a tendance à nous-mêmes, par effet de groupe, je Ouais. dirais, on a tendance nous-mêmes à s'orienter vers une filière professionnelle alors qu'on ne sait même pas pourquoi, surtout en troisième. En fait, moi je pense que j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents. Ok. Ça, c'était un facteur extrêmement important, issu d'un milieu modeste, hein, comme tu le disais, un papa ouvrier, une maman femme de ménage. Mais ils avaient une certitude, c'était qu'il fallait que je donne tout à l'école et que l'école pouvait me permettre de réussir. Ils avaient en tout cas cette conviction que l'école de la République pouvait être Mm. cet ascenseur social. Et donc, ils m'ont donné beaucoup d'importance à l'école et ils ont été beaucoup derrière moi. J'avais quelques facilités dans certaines matières qui m'ont permis voilà, de réussir à avoir les moyens qu'il fallait pour passer en Ok. général. Ok. Et du coup, en troisième, tu as ce déclic-là. Euh, Ensuite, sur la suite, enfin, quand tu passes au lycée et derrière en licence, euh, comment est-ce que ces étapes-là te forgent? Qu'est-ce qui se passe? Que tu as une anecdote marquante sur ton parcours? En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai ce déclic, je me dis, ok, bon, le constat, il est là. Je commence un peu à lire, je commence un peu à étudier un peu tous les mécanismes sociaux, les mécanismes environnementaux. Je commence un peu à lire Bourdieu. Enfin voilà, des Ouais. lectures un peu qui peuvent un peu façonner. Mais je me dis, ok, tu as fait le constat, maintenant tu fais quoi? Et c'est là où je m'engage pour la première fois dans le milieu associatif. Je me Ok. dis, il faut absolument
que ce que moi j'ai connu, c'est-à-dire aucune aide sur l'orientation, aucun accompagnement, d'autres jeunes ne le connaissent pas. Et donc je me dis, bah, je vais dans la maison de quartier, il y avait une asso qui faisait de l'accompagnement, soutien scolaire, accompagnement à l'orientation, et c'est comme ça que je commence. Je commence là-dessus, je commence à filer un coup de main, à accompagner les jeunes, l'aide aux devoirs, enfin un truc très basique, hein. Mais je me dis, ouais, c'est ma manière à moi, en tout cas dans un premier temps, de contribuer un peu à réduire un peu les inégalités. Et c'est de là en fait où tout part, et on en parlera peut-être après, au moment où je décide, en tout cas voilà, je suis candidat sur une élection, etc. Et après, des anecdotes sur le lycée, peut-être plutôt sur la fac, je pense. La fac, je retape. Je ne suis pas un très bon élève parce qu'à la fac, j'arrive, tu as 18 ans, tu as la liberté, t'as C'est tout un ce peu qui le va piège. avec. Ouais, le piège, je tombe dedans, d'autant plus que je travaille en fait pendant toute ma scolarité, pendant 35 heures. Ok. Parce qu'en fait, voilà, quand tu as 18 ans, il faut subvenir, il faut aider la famille. Donc, c'était un truc assez logique. Donc, je me retrouve à bosser 35 heures par semaine et derrière à devoir suivre des cours. Donc, il y a un moment, bah, forcément, il y a des sacrifices qui sont faits. Malheureusement, c'est des cours qui se sont sacrifiés. Et je redouble ma première année. J'arrive à la deuxième première année, du coup. Je suis au rattrapage, ric-rac, truc galère, quoi, vraiment bien chiant. Et la Le mauvais secrétaire, étudiant. ouais, voilà, franchement pas un bon exemple sur mes premières années fac. Mais la secrétaire me dit, bon bah du coup, vous allez sûrement retaper, genre, elle croit même pas en moi. Elle me dit, de toute façon, j'imagine que vous êtes là pour la bourse, donc vous voulez vous inscrire en quelle filière l'année prochaine? Elle me dit ça, et là c'était vraiment une claque pour moi. Je me dis, mais ok, tu crois pas en moi, ok. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu étais en droit. J'étais en droit, à la fac Ok. de droit. Et là, et ça a été un petit déclic pour moi. Je sais pas, ce espèce de mépris ou je sais pas ce que c'était. Je me dis, moi, je suis mon table de la bourse. Moi, je suis là parce que je veux réussir ma vie, je veux réussir mes études et que j'ai des Mm. choses à faire. Et du coup, j'avance là-dessus. Et je valide ma L1 et puis je continue et je vais jusqu'au master en droit des affaires. Et donc, petit coup à l'ego, finalement, on peut remercier. Grave, toujours. Toujours. Ok. Et donc, en parallèle, tu continues un peu ton parcours associatif. Ouais. Euh, à quel moment est-ce qu'on fait le lien entre l'associatif et le côté vraiment politique avec la mairie, etc. Et comment est-ce que le lien avec la mairie se faisait du coup dans ton association, dans ton rôle d'associatif? En fait, quand tu es dans une association, tu es forcément lié avec la mairie. Parce que en fait, quand tu es association, tu es tributaire bah, de salles, de locaux, de créneaux horaires, de subventions. Parce que c'est souvent les villes qui donnent des subventions aux associations, subventions de fonctionnement, etc. Tu veux faire une sortie, tu veux faire quoi que ce soit, tu as toujours un lien avec la mairie. Et du coup, petit aparté, mais est-ce que tu sais comment est-ce que sont décidés le choix des créneaux, le choix des subventions, enfin, à qui est-ce qu'on À donne ce des moment-là, tu veux subventions? dire? Ouais, à ce moment-là, et sinon on en reparle après si à ce moment-là tu ne le sais Ouais, pas encore. bah, maintenant je maîtrise plutôt bien parce que ça fait partie de mon job. Mais à ce moment-là, pas du tout en fait. Ok. T'as pas d'idée, en fait, tu demandes un créneau, on te dit non, parfois t'as pas forcément de motif, c'est un peu Ouais. flou, c'est un peu opaque. Et donc j'ai ce lien avec la mairie et je suis un peu frustré. Ok. Je me dis en fait, il y a trop de trucs qui vont pas, genre comment est-ce que c'est possible qu'on fasse telle ou telle chose pour les jeunes, mais qu'on fasse pas telle ou telle chose? Comment est-ce que. Moi, l'orientation, c'était vraiment quelque chose, l'accompagnement à l'orientation et l'émancipation des jeunes via Ouais. l'école et via leur carrière et ce qu'ils vont construire, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas en fait. Et je me disais en fait, en gros, oui, l'accompagnement social, il faut qu'il soit super important et on en a besoin, mais derrière, il faut aussi une émancipation économique chez la Ouais, jeunesse. bien sûr. Et ça, c'est un truc qui m'a rapidement tilté et j'étais très frustré en fait. Il y a plein de choses que je voyais dans la ville, je n'aimais pas, je disais, mais ça, pourquoi ils font ça comme ça? Ils prenaient des décisions sans concertation, ils nous créaient des dispositifs, mais alors qu'ils étaient complètement à côté de la plaque, on n'en avait pas besoin. Et c'est là où je me dis, en fait, il y a un truc qui ne va pas. Je vais sur le site de la ville, www.erani.fr, c'est la ville qui est dans l'agglo de Cergy-Pontoise, écrire à votre maire, comme dans tous les sites internet de mairie, quoi. Et j'écris au maire. Donc je fais sur le truc, j'écris voilà, il vous donne l'adresse mail, j'ouvre mon mail, bonjour madame la maire, voilà, il y a ça qui va, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas. À quel âge? À ce moment-là, j'ai 18 ans, je crois. 18 ans, ouais. Et pour la petite anecdote, je fais le mail et je l'envoie pas en fait. Ok. Le mail, je l'envoie pas. Et en fait, je me dis, en fait, alors c'est une ancienne ministre, elle était députée, elle était à ce moment-là sénateur, maire et tout. Je me dis, vas-y, elle va jamais calculer un petit qui lui envoie Bien un sûr. mail avec plein de fautes d'orthographe. D'ailleurs, je le retrouve ce mail, je pense qu'il devait être collector. Et je l'envoie pas. Et en fait, genre plusieurs semaines, voire mois après, je fais le tri dans ma boîte mail et je vois un brouillon. Et donc je vais dessus, je vais supprimer le brouillon et je retombe sur ce mail. Je fais, ah ouais, attends, j'avais écrit ça, ok. Ce serait bête Ce de serait le bête gâcher. Ouais, et puis en fait, je clique sur envoyer, je dis, vas-y, advienne que pourra, je m'en fiche, au pire, j'ai un vu. Bon, voilà, ça fera mal à l'ego, mais c'est la vie, quoi. Et je l'envoie, et en fait, elle me répond, genre, dans l'heure, ou peut-être moins de 2 heures après mon mail, elle me Ok. répond,
Bonjour monsieur, j'ai lu avec attention votre mail, j'ai trouvé les sujets abordés super intéressants, pouvons-nous nous rencontrer? Si oui, je suis disponible demain après midi, etc. Ok, incroyable. Et en fait, 24 heures après, je me retrouve dans le bureau du maire. Et là, bon, bah, déjà, tu fais un peu moins le malin. Parce que par mail, c'est facile de dire il y a ça qui va pas, vous faites de la merde et tout. Une fois que tu es devant la personne, tu fais bon, ok. Et je me retrouve devant elle, elle me dit bon, voilà, elle se met le mail sous les yeux, voilà, vous avez abordé tel ou tel sujet, etc. Donc on papote, la discussion se passe super bien, le feeling passe bien. Elle me dit non, mais nous, en fait, justement, en fait, on a besoin d'avoir une vision Mm. comme la vôtre. Effectivement, parfois, on a des dispositifs qui sont pas les bons, parce que des fois, on n'a pas de jeunes en fait, dans Oui. nos équipes, et donc bah, forcément, on ne sait pas ce qui est le mieux pour vous. Donc écoutez, venez dans l'équipe. On était à ce moment-là en septembre 2013. Elle me dit voilà, il va y avoir une campagne électorale bientôt, ça va être les élections en mars 2014. Venez dans l'équipe si vous voulez, vous allez pouvoir contribuer au programme, donner des idées, et puis après, voilà, je vous garantis pas de place sur la liste, mais en tout cas, vos idées pourront être Oui. après mises en avant. C'est comme ça que je commence. Je Et fais c'est la ça que campagne. t'attendais, toi, surtout de cette discussion aussi. Ouais, je m'attendais pas à ça en fait. Parce que pour le coup, j'avais même pas cette vision élection, je savais même pas qu'il y avait les élections 6 mois après en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est d'avoir une voix. Exactement. Ouais. Mais en fait, tu vois, et c'est là où tu dis, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, le mécanisme électoral n'était pas connu en fait de moi. Ouais, bien C'est-à-dire que sûr. je connaissais plus ou moins les choses, je connaissais les élections présidentielles, etc. Mais je connaissais pas en fait l'environnement des collectivités, comment ça marchait les mairies et Ouais, tout. je pense que de toute façon, c'est le cas de beaucoup de jeunes à Ouais, 18 ans, complètement. déjà même après. Ouais, Mais à 18 ans, je pense que chacun d'entre nous voit que le président, bien sûr. limite. Il y en a certains, enfin, moi perso, je connaissais même pas le maire. Ouais, Donc, ouais, complètement. Non, mais c'est monnaie courante, hein. Et donc, ouais, effectivement, et dès là où commence mon aventure, donc je suis sur la campagne, je fais la campagne, ça se passe super bien, je suis sur la liste, et je suis élu, et c'est là où je commence mon premier mandat. ok. Et cette première campagne, du coup, elle se passe comment? Comment tu arrives à faire ta place parce qu'elle t'avait pas garanti de place sur la Ouais. liste. Derrière, tu arrives quand même à y aller. Comment tu as vécu, toi, cette campagne? Stylé, stylé, mais j'ai aussi commencé à comprendre les premiers mécanismes de la politique, à savoir que quand on est jeune, on est bien sur la photo, mais c'est tout. Mais que sur la photo. Et elle, Dominique Gillot, c'est quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'estime et Mhm. enfin, beaucoup de respect, parce qu'elle a eu ce courage de m'imposer sur la liste et de mettre haut en plus sur la liste. Là où en fait on voulait pour beaucoup juste se servir du coup de l'image du jeune, Oui, jeune de quartier qui s'appelle Karim. Enfin voilà, ouais. je cochais beaucoup de cases qui étaient intéressantes pour les politiques et j'avais besoin d'avoir un symbole pour dire voilà, lui il est là et c'est bien, vous voyez, tout fonctionne, tout roule. Moi, juste mets-toi là, sois beau, et puis. Exactement. Mais elle a eu ce courage-là aussi voilà, de m'imposer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait aussi peu de jeunes dans la politique et pourquoi est-ce qu'il y avait aussi peu de jeunes à des rôles décisionnaires, à des rôles, voilà, des fonctions où on était capable de prendre des décisions politiques. Parce que voilà, on veut juste t'afficher, c'est là où tu Oui. fais bien, quoi. Ok, ok. Et du coup, comment est-ce que, à partir du moment où tu prends, enfin, tu prends tes fonctions, parce que vous avez gagné. Ouais. Ah, on euh, a perdu l'élection. Ah, vous avez perdu Et je cette termine dans élection? l'opposition. Ok. C'est d'autant plus fort, entre guillemets, c'est qu'en fait, quand tu perds, donc le conseil municipal, donc le nombre d'élus dépend de la taille de la ville. Donc entre 10 000 et 20 000, tu as tel nombre Ouais. de conseillers municipaux. Et en fait, il fallait que je sois dans les 6 premiers de la liste pour pouvoir siéger, parce qu'en fait, quand tu es dans l'opposition, Ouais. tu sièges quand même, parce que tu représentes une part en fait, de la population. Et donc moi, j'étais dans les 10 premiers de la liste, et elle a fait démissionner des gens devant moi pour que je puisse quand même siéger et être élu. Ok, parce que du coup, vous, à Cergy, enfin, du coup, C'était c'est à Ragny à ce moment-là, en Arène. 2014. Ouais. Ok. C'est combien de personnes au conseil municipal? 33. 33. 33, et donc tu avais 6 élus de l'opposition, et donc 27 élus de la majorité. Ok. Et donc, dans l'opposition, c'est quoi un peu le rôle que tu peux avoir Ton rôle, en fait, c'est de donner un peu la voix des habitants qui ont voté pour votre liste et qui n'étaient pas d'accord avec le projet politique de l'autre liste, de défendre ces intérêts-là et de contrôler, parce qu'en fait, toutes les grandes délibérations, les sujets qui sont traités doivent passer en conseil municipal. Et donc, en Ok. conseil municipal, les élus de la majorité présentent les notes. Et donc, toi, à ce moment-là, tu peux prendre la parole, tu peux voter contre. Alors, bon, très souvent, ça sert à rien parce qu'ils ont la majorité, donc le projet votera. Mais c'est une tribune. C'est-à-dire que tu peux dire des choses, c'est repris par la presse, tu peux t'en servir sur les réseaux sociaux. Tu peux écrire une lettre aux habitants pour porter le sujet et dire regardez, il y Ouais. a un truc de ouf qui se passe, ils sont en train de fermer une école dans tel ou tel quartier, il faut qu'on se mobilise, Ou etc. même à l'inverse, si les habitants ont des revendications Exactement, qui passent exactement, par toi. Et... Ok, ok. exactement. Ok. Et donc, tu fais ces 6 ans-là C'est dans ça, l'opposition. 6 ans. Dans le même temps, dans ta carrière professionnelle, comment est-ce que ça se passe? Comment tu concilies aussi les deux? Bah, en fait, c'est là où tu dis qu'en fait, on perd jamais, on gagne toujours. C'est qu'en fait, la candidate avec qui j'étais sur la liste, donc Dominique Gillot, elle était sénatrice. Ok. On termine la campagne municipale, on perd, et en fait, elle avait kiffé le feeling qu'on a vu, elle avait kiffé la capacité de ce que je faisais, le boulot, etc. En fait, très rapidement, elle me propose de bosser avec elle au Sénat en tant que collaborateur parlementaire.
Ok. Donc derrière une défaite, finalement, bah, j'ai une opportunité assez dingue. À ce moment-là, je suis en licence, je crois que je suis en L3. Ouais, je dois être en L3, etc. Donc en fait, je commence avec elle. Puis j'ai fait quasiment 1 an et demi au Sénat avec elle. Ok, donc 1 an et demi en même temps que les cours. Toujours. Ok. J'ai toujours bossé, moi, franchement, depuis mes 18 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas pris de vacances. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle disait, la secrétaire Ah, la secrétaire, à ce moment-là, à ce moment-là, tu parles plus avec la secrétaire. Tu vois, avec la doyenne, elle te connaît, la doyenne de la fac, elle C'est plus la même voilà. énergie tout de Donc, suite. donc ouais, non, il y a plus de considération, on va dire. Ok, et donc dans le même temps, enfin, tu termines un peu ton Je master, termine mon etc. master, et en fait, dans le même temps, j'ai une autre opportunité qui vient après le Sénat. Euh, Juste si on peut revenir sur le Sénat, j'ai oublié de te demander, mais c'est quoi un peu les missions de collaborateurs parlementaires au Sénat? Qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé? Comment était composée l'équipe? En fait, nous, dans l'équipe, on était trois. Il y avait 2 collaborateurs sur Paris au Sénat et moi qui faisais de la navette un peu entre la circonscription et le Sénat. Ok, Donc en fait, moi j'aimais beaucoup parce que la sénatrice avait une permanence dans la ville. Et donc en fait, l'objectif d'un sénateur ou d'un député, en général, c'est quand même de garder un lien avec le territoire qu'il a élu. Et donc moi j'avais ce levier-là d'être l'interface des habitants qui venaient pour dire voilà tel sujet, tel sujet. Et donc moi, l'objectif de ce boulot-là, finalement, c'est de partir d'une problématique locale et d'essayer d'en faire en fait des solutions nationales à travers des lois, des amendements, etc. Donc après, le job d'un collaborateur parlementaire, bah, c'est d'accompagner le parlementaire sur des amendements, des propositions de loi, des projets de loi, le accompagner dans les rendez-vous, parce qu'en fait, un élu, un sénateur ou un député, il ne sait pas tout. Donc quand il doit voter une loi, je ne sais pas moi, sur tel ou tel, sur les pesticides, il n'est pas un spécialiste des bien sûr. pesticides. Donc bah, il doit faire beaucoup de rendez-vous, il doit rencontrer des associations, il doit rencontrer des organismes pour essayer d'un peu de comprendre les choses. Nous, notre job, c'est de rédiger des notes aussi, pour le sensibiliser sur tel ou tel sujet. Donc c'est un job qui est assez large quand même, mais qui dépend aussi des sujets d'appétence du parlementaire. Ouais. On a des élus qui sont à fond sur la culture, d'autres qui sont à fond sur la sécurité, sur l'éducation. Donc forcément, si tu bosses avec un sénateur ou un député qui est à fond sur l'éducation, tu sais que ça va faire partie des sujets qui vont être beaucoup traités, sur lesquels tu auras beaucoup à bosser, quoi. Ok, et donc est-ce que tu trouves que ça t'a apporté, par exemple, à la fois dans ton cursus, est-ce que tu penses que ça t'a apporté au Sénat et vice-versa? Oui, moi j'ai fait du droit. Donc quand tu fais du droit, en fait déjà ça te conditionne. On a du droit constitutionnel, donc tu comprends un peu le rôle des institutions, tu comprends un peu les lois, tu comprends la logique, l'esprit en fait de comment est-ce qu'on crée une loi, comment l'esprit. Enfin, Ouais. c'est vrai que c'était donnant-donnant dans les deux sens. Puis forcément, quand tu es collaborateur parlementaire, bah, tu appréhendes le droit différemment aussi. Tu bosses avec des gens qui font la loi en fait. Tu es censé C'est ensuite pas appliquer. pareil que C'est pas juste la pareil, regarde. mais du coup c'est super riche parce que tu as les deux pendants. Et ça, c'était super intéressant. Ouais. Ok, et toi, en faisant du droit, du coup, t'avais à l'idée derrière une carrière d'avocat ou quelque chose comme ça, ou est-ce que pas du tout finalement? Tu sais, je termine en droit un peu au hasard en fait. Tu en parlais de l'orientation, mais en gros, moi je termine ma terminale. Comme beaucoup, je pense, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire en général. Mon prof principal, je vais le voir en décembre. À l'époque, c'était pas Parcoursup. Je sais plus ce que c'était. C'était APB peut-être? post-APB, voilà, Ouais. APB. Je suis un ancien. Tu vois. Il y avait la formalité, je vais voir mon prof principal, je dis bon, qu'est-ce que je fais Il dit écoute, tu parles plutôt bien, t'écris bien, écoute, fais du droit ou du journalisme. Je fais ok, je vais voir mes parents, papa, maman, faut qu'on parle et tout, ouais, quoi. Bah écoute, le prof m'a dit, il faut que je fasse du droit ou du journalisme. Il me dit, bah écoute, le droit ça a l'air plus facile, c'est à la fac, c'est gratuit, les journalismes c'est une école de Ouais. journalisme, on n'avait pas les moyens. Mm. Donc en fait, j'ai dit bon, bah je vais faire du droit quoi. La Ok, fac elle était à côté de la maison, c'était cool. Enfin, voilà. ok, Donc c'est ok. comme ça que je termine en droit. Donc en fait, j'avais pas de vocation à la base. La vocation est née après, parce qu'en fait, j'ai trouvé cette thématique super enrichissante. Et puis je trouve que c'est une matière qui est dure, mais qui construit en fait, qui t'aide à construire ta pensée et qui t'aide aussi à te structurer ta pensée. Ça, c'est vraiment une richesse du droit. C'est-à-dire que tu bouffes tellement de dissertes au quotidien et de cas pratiques qu'en fait, à la fin, quand tu dois prendre la parole sur n'importe quel sujet, tu es capable de structurer tes idées, grand 1, petit a, Ouais. petit b, grand 2, petit a, petit b. Et c'est quelque chose qui te forge, je trouve. Donc c'est vraiment une belle matière, pas de regret. Mais j'avais pas forcément de vocation, comme tu disais. Je m'étais dit peut-être je terminerai avocat si je suis déter, mais c'est pas un truc. Ok, tu laissais les opportunités Ouais, grave. Mais venir. ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que on va peut-être en parler, mais tout ce que j'ai eu, c'est pas quelque chose que j'ai voulu en me disant il faut absolument que j'obtienne ça, quoi. Parce que du coup, pour reprendre, quand tu termines le Sénat, enfin, comment est-ce que ça se termine? Est-ce que c'est parce que tu as une autre opportunité, comme tu le dis, ou est-ce que... En fait, elle arrivait en fin de mandat.
la sénatrice avec qui je bossais. Donc ça s'est arrêté naturellement du coup. Et à ce moment-là, j'ai pas de nouvelle opportunité. C'est-à-dire Ok. qu'à ce moment-là, je me dis, bon, bah, je vais reprendre mes jobs tranquille à l'usine. Puisque je bossais, tu vois, je faisais livreur, je faisais des trucs, je faisais cariste, je Ouais, faisais préparateur de donc commandes. je sors du Sénat, je retourne. Ouais, après, moi, j'ai toujours été comme ça, tu vois, je m'en fiche, tu vois. Là, je peux dégainer une cravate le vendredi et le samedi, je peux me retrouver Ouais, en bleu de travail en train de porter des cartons. Mais après, ça, c'est toujours été un kiff et puis c'est l'environnement dans lequel j'ai ouais. grandi. Mais ouais, ça n'a pas été un problème. Mais je crois que d'ailleurs, après le Sénat, je retourne à l'usine faire un job. euh, je sais même plus ce que Ok. c'était. Et donc, dans le même temps, tu termines ton master. À ce Euh, moment-là, je suis en M1, je crois, quand j'ai ouais, arrêté le Sénat, je suis en L3, M1, je sais plus. C'est dans ça. Et c'est en master où j'ai une nouvelle opportunité. ok. J'étais encore étudiant en droit à ce moment-là. Ok. Et du coup, comment elle se présente cette opportunité? Qu'est-ce que c'est? Elle se présente parce que je bosse sur une autre asso à ce moment-là. Donc en fait, parce que en parallèle, j'ai pas arrêté l'engagement associatif. Ouais. Et je bosse avec une asso qui s'appelle AGPR, Ok. Agir pour réussir, avec un gars qui est un très bon gars avec qui on bosse encore et on se voit assez souvent, c'est Moussa Camara. Et en fait, à ce moment-là, on est en 2015, il me semble. Je sais pas, 2015, 2016 peut-être, non 2016. 2016 et on bosse avec une asso où il y a énormément d'accompagnement scolaire, d'accompagnement social. On commence à réfléchir sur le volet entrepreneurial, économique. Enfin voilà, on a plein d'idées on a un quartier qui est plein de vitalité. On arrive Mhm. à mettre en place plein de choses sur Cergy. Et en fait, l'action de l'asso est remarquée. Il y a pas mal de gens qui remarquent un peu l'asso. On commence à parler de nous. C'était une asso assez jeune. Ouais, super jeune, et en fait qui naît d'une grosse contestation où en fait la mairie voulait détruire un quartier Ok. politique de la ville, il y a eu une grosse fronde, les habitants étaient attachés à leur quartier, donc c'est né un peu de ça, et finalement l'asso s'est institutionnalisée, elle a commencé à bosser avec la mairie, avec un vrai Ok. partenariat, une intelligence, etc. Et en fait du coup on commence à parler de nous, on a des articles dans la presse, etc. Et un jour, Moussa m'appelle, il me dit ouais truc de ouf, je sais qu'est-ce qu'il y a, il me dit il y a l'Élysée qui vient de m'appeler. J'ai commencé à l'Élysée. Il me dit, ouais, ouais, il y a une meuf de l'Élysée, là, elle m'a appelé, elle veut nous rencontrer avec l'asso. Je fais, ok, dis-en-moi plus, etc. Donc on commence à détricoter. Donc en fait, il y a une personne qui s'appelle Nathalie Anetta, qui est à ce moment-là conseillère du président au cabinet, sport, jeunesse, vie associative, qui voilà, a entendu pas mal parler de l'asso, et elle dit, bah, écoutez, moi je veux vous recevoir pour que vous puissiez un peu me parler de ce que vous faites, pour m'en inspirer et faire des propositions au Ouais. président de la République sur des choses à faire. Donc il me dit, vas-y, il faut qu'on prépare le rendez-vous. Bim, on se voit, on prépare, on fait un petit groupe, on est une dizaine. Elle nous cale une date et elle nous dit, bah voilà, vous venez à l'Elysée à 18h en fin de journée. On va à l'Elysée. Bah déjà, t'arrives, tu débarques à l'Elysée, donc c'est pas un truc dans lequel tu rentres Bien tous les sûr. jours. À ce moment-là, on est des gamins, je sais pas, on a 22 ans, on vient de quartier, enfin, on n'était pas prédestinés Bien à sûr. terminer dans la cour de l'Elysée. On termine là-bas, on y va. On est accueilli par la conseillère du président, on papote, on interpelle de manière vigoureuse quand même, tu vois. Au début, forcément, tu es un peu intimidé par le cadre et tout, mais après, une fois qu'on rentre dans notre sujet, Ouais, vous maîtrisez votre on sujet, vous maîtrise, savez elle où nous vous pose des allez. questions, ça part en Mm. ping-pong, ça prend plein de notes et tout et tout. Et puis après, au bout d'une heure, je crois, je vois qu'elle est un peu moins à fond avec nous, elle est sur son téléphone, je dis, bon, elle doit se faire chier. Je pense que la réunion va bientôt toucher à son terme. Je regarde l'heure, l'heure avançait, etc. Bon. Et là, d'un coup, tu as la porte qui s'ouvre. Et là, tu as un gars qu'on appelle un huissier aboyeur qui Ok. rentre en fait. C'est des huissiers que vous voyez à la télé qui accompagnent le président de la République. Ok. Et là, tu as un gars qui rentre qui fait Monsieur le président de la République. En fait, son job, lui, c'est d'annoncer le président quand il débarque quelque part. Ok. Et Stylé. là, d'un coup, tu as François Hollande qui débarque dans la salle. Incroyable. Incroyable. Et on se regarde tous en mode wesh. Et en fait, j'ai su après qu'en fait, Nathalie, du coup, en fait, elle avait envoyé un message, elle a envoyé des Ah, textos au d'accord, ok. président. Elle disait ouais, j'ai un groupe de jeunes trop stylés, faut absolument que tu passes les rencontrer. Est-ce que tu Ah, as 5 donc quand minutes dans toi, en ton fait, tu agenda? pensais qu'elle était en train de se déconcentrer, elle Voilà, était alors juste qu'en en train vrai, de. elle est en train d'essayer d'arranger, je crois qu'elle a arrangé l'agenda du président pour essayer de lui décaler des trucs pour qu'il ait 15 minutes pour passer nous voir. Et donc t'as François Hollande qui débarque dans la salle. Ah, t'es un peu bouche bée, tout le monde se regarde, genre c'est sérieux là, ok. Bonjour, bonjour, il s'assoit, on commence à papoter, il me dit bon bah il paraît que vous êtes intéressant, alors dites-moi qu'est-ce qui vous rend si intéressant, un truc comme ça un Ouais. peu drôle, François Hollande quoi, tu vois. En plus à un moment je me souviendrai toujours de l'anecdote, à un moment on entend les policiers qui passent, gyrophare qui passe, il fait non mais je vous assure, ils viennent pas pour vous, soyez tranquille. François Hollande quoi, tu vois, toujours la blague. Et on l'interpelle en fait, bon un petit moment un peu de flottement forcément tu sais, au début où tu te poses, mais après voilà, on rentre dans le vif du sujet.
On repart sur ce qu'on est en train de dire. Elle nous dit, bah, attendez, vous m'avez parlé de telle idée, reparlez-lui-en, etc. On nous balance plein d'idées. Ok. On nous balance plein d'idées. Et puis, voilà, ça dure 35-40 minutes, je crois, un petit moment quand même. Et puis, voilà, le rendez-vous se termine. On rentre chez nous un peu, voilà, en mode. Ouais, Saucé forcément. Ouais, saucé, en mode, ouais, c'est un délire ce qu'on vient de vivre. Mais voilà, on se dit, bon, on espère que ce qu'on a dit va servir à quelque chose. Mais voilà, ça s'arrête là. Et quelques jours après, Moussa me rappelle, il me dit ouais, il y a Nathalie Anita qui veut ton numéro, est-ce que je lui donne? Je fais comment ça? Tu me Est-ce poses que la tu- question? Je Donne-lui dis tout de donne-lui suite. vite là! On rigole, etc. Et il lui donne mon numéro et donc son assistante m'appelle. Elle me dit voilà, le président de la République a beaucoup aimé les idées que vous lui avez évoquées. Nathalie aimerait vous revoir pour échanger sur ces différents sujets. Est-ce que vous serez disponible, etc. Je fais bien sûr. Donc je revois Nathalie Aneta et en fait le feeling passe super bien et il y a pas mal de petits projets que j'avais en tête, que j'avais évoqués. Elle me dit écoutez, là moi si ça vous intéresse, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais moi ça serait avec un plaisir que vous puissiez bosser un peu avec moi, peut-être un stage pour commencer, Ok. etc. Et c'est là où du coup je décroche un stage à l'Élysée au cabinet du président. Et donc Incroyable. là je pars sur un stage, je fais 3 mois en stage et puis après je suis chargé de mission, je fais encore quelques mois. Et là à ce moment-là on est en 2016. Ok. Ouais, 2016. Août 2016. Et donc, au cabinet du président, c'est quoi exactement ton rôle? Donc au Comment cabinet est-ce que c'est organisé aussi, Ouais, donc en peut-être? fait, bon, alors, t'as le président de la République, t'as son cabinet, t'as son secrétariat, t'as le secrétaire général, t'as le directeur de cabinet adjoint, secrétaire général adjoint. Enfin, t'as une C'est une équipe ribambelle de... un organigramme de dingue. Je sais pas c'est combien de personnes, 40, 50 peut-être. Ok. Tu vois. Et puis ensuite, t'as des conseillers du président, qui sont des conseillers par thématique. Donc en fait, chaque thème a un conseiller spécialisé sur le sujet qui est capable de donner des notes au président, de lui écrire des Ok. discours, de l'alimenter, de l'interpeller sur des sujets qui peuvent l'intéresser, etc. Donc moi, c'était Nathalie Aneta, qui était à fond sur le sport, qui est une ancienne journaliste en fait de Canal+, que beaucoup connaissent, via le sport, jeunesse, vie associative et citoyenneté. Et donc en fait, elle, son job, c'est de bosser là-dessus, de montrer les initiatives qui sont intéressantes au président, de l'interpeller, de lui organiser des rencontres, des déplacements sur ces sujets-là, de lui organiser des rendez-vous avec des organismes, de lui rédiger des notes, et ensuite après d'accompagner l'exécutif, les ministres, pour les alimenter sur des sujets pour qu'ils puissent être portés sur des projets de loi, etc. Ok, donc en fait, l'objectif à terme, c'est soit par exemple de faire des projets de loi, comme tu Ouais, l'as dit, ça peut être de soutenir des associations. exactement. Mettre en lumière, mettre la lumière. Demain, tu fais un déplacement avec le président dans une asso, ça a un impact de ouf. Ouais, bien Tu sûr. vois, en termes de retombées presse, retombées médias, et puis en termes de visibilité, ça peut derrière permettre à l'asso d'avoir un rayonnement plus important Ouais. ou un truc concret, quoi. Et même, j'imagine, enfin, une légitimité qui derrière facilite la Complètement. prise de contact. Complètement. Ouais. C'est exactement ça. Ok. Et donc, toi, ton rôle dans l'équipe, est-ce que tu as trouvé que on te donnait des responsabilités? Comment ça s'est passé? Parce que tu disais aussi qu'en tant que jeune, des fois, Ouais, c'était... tu vois, pareil, je suis tombé sur quelqu'un qui, pareil, Nathalie, elle s'en fichait de le formalisme, les jeunes, pas jeunes. Elle était en Ok. mode, ouais, il y a une bonne idée, on y va, on fonce, peu importe d'où ça vient. Et j'ai kiffé bosser avec elle parce qu'elle avait ce truc-là aussi où elle te renvoyait pas juste à ce que t'étais. Ouais. J'avais beau être jeune, j'avais beau être encore étudiant et tout, elle me donnait ma chance, j'étais en lien avec le DIRCOM, qui était Gaspard Ganzer à ce moment-là, on bossait pas mal ensemble aussi sur des trucs. Ouais. J'ai vu rencontrer le président sur des événements, enfin... Ouais, donc à l'Élysée, t'as pas senti une barrière au Non, niveau de l'âge? après, t'es pas dans les milieux, t'es pas forcément, t'es pas dans tous les apéros, t'es pas dans Ouais. dans les trucs. Mais en Étape tout par cas, étape quand même. exactement, tu vois. Mais tu as quand même des opportunités de dingue où tu te retrouves dans des discussions avec un niveau de décision, en tout cas un Ouais. niveau d'impact extrêmement important. Ok. Peu importe, mais ça je pense que c'est aussi dû aussi parce que Nathalie m'a fait confiance et qu'elle m'a mis en place et que du coup elle me légitimait en fait. Et dans le même temps, tu étais toujours sur l'association, j'imagine. Toujours sur l'assaut, toujours étudiant. Ouais, Ok. ouais. Ok. Et donc, là, on est à quelle année à peu près? Là on est en 2016. En 2016? fait, ouais, c'est ça, on commence 2016 parce qu'en fait on fait la réception, je me souviens, parce que du coup elle bosse sur le sport, donc Ouais. on a pas mal bossé sur les JO en fait 2024. En fait, le dossier de candidature des JO 2024, c'était sur cette période-là. D'accord. Donc je bosse avec Nathalie là-dessus. On fait la réception des athlètes de Rio, parce qu'en 2016, il y a les JO à Rio et on reçoit tout le- tous Toute les la athlètes qui délégation, ouais. rentrent, la délégation. Donc j'ai vécu des trucs stylés, tu vois. J'avais été Teddy Riner, t'avais à l'époque le couple Tony Oka et Estelle Mosley Ouais. qui venaient de gagner leur médaille d'or, ils rentrent, le couple en or. Enfin, il y avait sportivement, c'était incroyable aussi. Donc il y avait l'Euro, on sort de l'Euro Ouais. aussi.
Donc Vous ouais, avez même reçu s'il y l'équipe avait- de France. Ouais, Oh, exactement. incroyable. Non, non, franchement, c'était une expérience de dingue, vraiment pour le coup. Et je vais jusqu'à les élections présidentielles arrivent en mai 2017. Ouais, c'est ça. Le président de la République annonce qu'il ne se représente pas en décembre 2016. Je bossais encore à ce moment-là. Je crois que j'arrête, je sais pas, peut-être faire février, un truc comme ça. Ok, ok. Et donc, après février, on retourne à l'usine On ou retourne à comment? la fac. Mais alors, l'usine, je l'ai pas lâché parce que pour la petite histoire, pendant très longtemps, notamment sur toute la partie stage à l'Élysée, je bossais à l'Élysée la semaine et le week-end, je faisais de la livraison d'électroménager. C'est fou. C'est-à-dire que tu me voyais à l'Élysée le jeudi et le vendredi, le samedi, j'étais en mode bleu de travail dans des camions en train de porter des frigos, tu Ah ouais, la niaque. vois. Ouais, en plus le stage n'était pas rémunéré, etc. Donc, ensuite, j'ai eu une petite compensation Ouais, financière qui était très légère. oui, c'est quasi rien. Donc, ouais, non. Après, l'opportunité C'est valait. ça. euh, Bien sûr, à ce moment-là, tu n'y penses pas forcément, tu fais pas ça pour l'argent. De toute Ouais, façon, bien sûr. l'engagement de manière générale, tu fais pas pour l'argent. Ok. Et donc, là, pendant ce temps, tu es encore élu de l'opposition, Ouais, c'est ça, étudiant. étudiant. Euh, Tu termines ton master, du coup? Je termine mon master en 2018, je crois. Mon M2, ouais, 2017. 2017 ou 2018. Oui, oui, je crois que c'était ma dernière année, mon M2. Non, c'était mon M1. Et mon M2, je le fais l'année d'après parce que je le fais en alternance à ce moment-là. Et donc, après ton opportunité, donc tu passes en alternance. Ouais, exactement. Et tu fais quoi en Je alternance? suis chez BNP. Chez BNP? Ok. Ouais. Donc, rien à voir. Rien à voir. En fait, il fallait que je fasse une alternance en lien avec le master que je faisais. D'accord. C'était en droit des affaires et en éthique. Donc, c'était en lien avec plus de la conformité. Donc, il fallait que je fasse une alternance dans ce domaine-là. Ce qui ne me déplaît pas parce que je découvre un environnement Bien sûr. qui est sympa aussi. BNP, c'était un grand groupe aussi. Donc, ça va, j'étais pas non plus. J'étais pas mal loti. Mais ouais, à ce moment-là, du coup, je continue la politique, mais je bosse plus. Enfin, je suis en alternance, ouais, sur mon Ok, M2. donc à ce moment-là, la politique, ça se concentre uniquement sur ton mandat dans l'opposition. Ouais. Et enfin, un peu l'associatif aussi, qui Exactement. reste quand même un peu Exactement. lié. Exactement. Ok, ok. Et donc tu reviens un peu fort en politique à partir de quand? Un peu avant 2020, en fait, entre-temps, moi, je déménage. Donc, j'étais à Erani, donc je passe à Cergy. Ouais. Il y a 500 mètres entre les deux villes, hein, c'est des villes collées. Mais du coup, je déménage à Cergy et le maire de Cergy m'appelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, j'ai fait quand même pas mal d'événements sur Cergy. En fait, j'ai fait venir le président de la République. D'accord. Ah, En fait, ok. j'ai fait débarquer François Hollande à Cergy, j'ai fait des trucs. C'était l'avantage aussi de pouvoir bosser à l'Élysée. Faire briller Sergi, c'est Bah important. ouais, exactement. C'est la manière aussi voilà, de donner de la visibilité à la ville. Et donc, forcément, tous les politiques du territoire me connaissent. Bien sûr. C'est-à-dire que les élus, le maire, voilà, c'est pas. Ils voient quitter, quoi. Mm. Et donc, à ce moment-là, le maire de Cergy m'appelle. Il me dit voilà, dans 1 an et demi, il y a les élections municipales qui arrivent. Je veux absolument que tu sois avec moi. Je te veux sur ma liste. C'est comment? Et en fait, du coup, à ce moment-là, on commence à discuter. Et du coup, donc c'est un peu avant, mais je deviens du coup co-directeur de la campagne Ok, en 2020 avec le maire de Cergy. ok. Et du coup, là, vous gagnez. On gagne. Et donc, tu passes de l'opposition à la majorité. Exactement, là je suis élu, j'ai une délégation, je m'occupe de la démocratie participative, c'était la thématique Ok. en plus que je voulais. Et donc là, ouais, c'est vrai qu'on là, on passe aux manettes. Et c'était quoi, enfin, c'est quoi exactement le rôle de la démocratie participative? En fait, c'est de faire en sorte que toutes les décisions qui sont prises sur la ville soient le plus concertées avec les premiers concernés. En fait, ça revient finalement à, si tu te souviens bien, à ce que je disais dès le début de pourquoi Ouais. est-ce que je me suis engagé, c'est parce que quand tu es jeune, en fait, on ne te considère pas et du coup, on ne prend pas en compte ton avis. Et donc, moi, j'ai considéré qu'il fallait absolument que dans toutes les décisions de la ville, que ce soit la jeunesse, mais pas que, hein, l'éducation, les parents d'élèves, les enfants, sur la voirie, les habitants, sur la circulation, sur de l'aménagement, sur de la réhabilitation, Ok, peu importe quel sujet, la culture, on arrive à concerter avec les habitants et on concerte aussi les premiers concernés. Donc moi, mon taf, c'est d'aller me battre auprès de tous mes élus, mes collègues élus. Dès qu'ils voulaient faire un projet, je fais, mais attends, t'as fait une réunion avec les habitants, tu leur as demandé leur avis oui. pour qu'on ajuste le projet. Non, bon bah écoute, mets en stand-by le projet, il faut qu'on fasse une réunion, on va discuter avec les gens et peut-être que finalement on va se rendre compte que notre idée elle était bidon ou qu'il faut qu'elle soit Ouais. ajustée, tu vois. Ok, C'était un peu ça le rôle. et de manière globale, tu as réussi un peu à bien organiser cette Pas démocratie? toujours, pas toujours, parce que t'as un cheminement naturel où les gens veulent aller vite en général. Ouais, Ils ont leur projet en tête, ils veulent l'avancer. Et en fait, quand toi tu veux faire de la concertation, bah, tu rajoutes 2 3 mois de délai dans un projet. Quand c'est des projets urbains à des millions d'euros d'enjeux, bah, en fait, il faut que ça aille vite, quoi. Non, mais attends, moi ouais, j'ai des appels d'offres à lancer. Là, tu me dis ça, c'est-à-dire que ça décale tout de 3 mois. Mon rétro-planning, il est fichu. Enfin, on a des enjeux en fait temporels qui peuvent un peu poser des contraintes. Et puis, c'est pas dans la culture de tout le monde aussi. Donc, il y a certains élus où ouais. ils n'ont pas forcément cette culture de l'écoute ou de la co-construction. Ouais, il y en a Euh, certains où ils ont leur idée, Ouais, voilà. on déroule et... Voilà, exactement. Ok, Donc tu te confrontes un peu à ça, après il faut faire de la pédagogie, quoi. bien sûr.
Ok, et comment est-ce que tu as vécu du coup le passage de l'opposition à la majorité? Est-ce que, enfin, parce que c'est un rôle qui est totalement différent, est-ce que du coup derrière toi, étant donné que tu as été dans l'opposition et que peut-être tu as vécu un peu la traversée du désert, on va dire, Ouais. comment est-ce que derrière tu as construit ta relation aussi avec les élus de l'opposition? Euh, et voilà, surtout que toi tu étais sur la démocratie participative, donc le rôle de l'opposition c'est aussi important. Ouais, ouais, Euh, ouais. comment tu as géré ça? Bah, d'abord, moi, j'avais des amis en fait dans l'opposition, parce qu'en fait, quand on est candidat sur une ville, très souvent, en fait, c'est des gens qu'on connaît, avec qui on a Ouais. grandi, etc. Donc déjà, j'avais des liens naturels et humains. Parce Après, que, petit aparté, même pendant la campagne, vous avez réussi à rester amis. bon, c'est difficile, on se check c'est quand on se croise, parce qu'en fait, quand tu fais campagne, tu vois les mêmes gens pendant 3 mois tout le temps, en fait. Ouais, C'est-à-dire que tu vas sur le marché, ils sont là, chacun a son tract de sa couleur. Mais oui, quand même, tu as des relations humaines. Moi, je trouve que l'humain, c'est trop important. Tu bien vois. sûr. Si on fait de la politique, c'est que normalement, on aime les gens. Et tu vas pas te mettre à commencer à trier les gens selon ce qu'ils pensent. Même s'il y a certaines pensées qui, pour moi, ne doivent pas exister, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, les gens qui sont dans un arc, entre guillemets, républicain, comme certains le disent, ça reste des gens avec qui Oui, tu es lié d'amitié. Donc voilà, après, on se taquine, on se chambre pas mal. C'est un peu comme quand tu as des potes qui jouent dans l'équipe d'en face, quoi, au foot, quoi. ouais, je Ça se vois. chambre un peu. Une fois que le match il débute, bon, c'est fini le chambrage, mais une fois que le match se termine, on reprend, on le chambre, et Ah, voilà. parce que moi, j'ai entendu certaines villes où, franchement, dès que tu es dans l'opposition, enfin, ça se tire des balles après. Après, je te dis ça, c'est la guerre parfois, hein. Là, moi aussi, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont voilà, proches avant, Ouais, antérieurement à la partie politique. C'est vrai que ça se passe sinon, en général pas très bien. ouais. Je pense aussi qu'il y a enfin, il y a la maturité de séparer aussi Ouais, c'est ça, le je dirais le pro, pro bien du sûr. perso. Ouais, Ouais, ouais. complètement. Ouais. Ok, ok. Je t'ai coupé, excuse-moi, parce Non, que non, par mais du rapport coup, à. ouais, donc après, voilà, le rôle de l'opposition, ça reste un rôle ingrat parce qu'en fait, ils font souvent ils ont un jeu de posture, c'est-à-dire qu'ils font Ouais. semblant de pas être d'accord pour pouvoir dire, voilà, on existe, on est contre, etc. Donc c'est usant parfois, mais je les comprends parce que je l'ai été aussi. Mais entre guillemets, bah, en fait, c'est le jeu démocratique, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un autre projet politique, sinon ils seraient sur notre liste. Donc en fait, il faut accepter qu'on soit pas d'accord. Mm. Sinon, bah, on aurait été tous ensemble dès le début. Et eux, ils doivent accepter que c'est pas eux que les habitants ont choisi, sinon c'est eux qui seraient à notre place. Donc voilà, t'as un jeu d'équilibre où voilà, il faut les laisser parler. Moi, j'ai toujours été partisan de toujours laisser parler l'opposition, notamment au conseil municipal. Après, c'est nous qui prenons les décisions. Et donc, quand tu prends ce rôle-là dans la majorité, on a parlé précédemment de ton rôle en tant qu'associatif, qu'il y a certaines choses que tu comprenais pas, que tu vivais pas forcément bien. À partir du moment où tu arrives élu aux manettes et que donc tu vois l'envers du décor Ouais, finalement, est-ce que tu comprends certaines choses ouais, sur... c'est une très bonne question. Très très bonne question. En fait, on dit toujours que la critique est plus aisée, mais en fait, effectivement, une fois que tu es dedans, tu te rends compte qu'en fait, tout n'est pas aussi simple. Et que tu comprends certaines décisions qui peuvent parfois prendre beaucoup de temps. Ouais, Parce qu'en fait, tu es dans la vie d'un groupe, hein, mais la mairie de Cergy, c'est 1000 agents. Tu as 1000 personnes qui bossent. Quand tu veux prendre une décision, d'abord, il faut avoir une validation politique. Donc, il faut monter ce qu'on appelle un COPIL, un comité politique, avec les élus qui sont concernés. Souvent, tu as des sujets transversaux qui concernent plein d'élus différents. Donc déjà, va trouver une date qui va à tout le monde. ouais. Tu as déjà pris 2 mois dans les dents. Une fois que tu as réuni tout le monde, va présenter un projet qui fasse unanimité. En général, il y a des trucs, non, moi je suis pas d'accord, les ci, les ça, il y a des bons avis d'ailleurs, il faut les prendre en compte. Tu repars, tu reprends une date dans 2 mois pour présenter le nouveau projet. Mm. Tu présentes ça, c'est validé politiquement. Ensuite, tu montes un COTEC. Du coup, c'est un comité technique avec les agents qui vont devoir faire la décision politique. Ah mais non, mais attendez, mais nous, financièrement, on peut pas, on n'a pas le budget sur cette année. Bon, bah on le fait glisser sur l'année d'après. Ah mais non, mais techniquement, ça c'est pas du tout possible, votre idée elle est bien, mais vraiment, genre les fondations de ce sol-là fait Ouais, qu'on peut c'est pas créer, on peut pas irréaliste. mettre d'arbres ici parce qu'en Mm. fait en bas on a un parking souterrain, etc. Et en fait, c'est vrai que quand on est juste habitant, entre guillemets, ou citoyen, on est dans le truc un peu véhément, en mode, non mais on veut ça, on exige ça, mais en fait quand tu arrives dans la partie technique, administrative, politique, bah, en fait tu te rends compte que c'est très compliqué. En fait. La chose publique est très lente d'abord, parce qu'il y a un niveau de validation qui est énorme, parce que tu as des appels d'offres, parce que c'est aussi très réglementé, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, qu'il y a des seuils, que du coup il y a des durées. Enfin, en fait, tu as tout un environnement administratif autour. Je te parle même pas de quand tu veux faire un projet, il faut des subventions, donc il faut aller chercher des subventions du département, de la région, de l'agence de Ouais. l'eau. Enfin, tu as tout un tas d'organismes. Tout ça, ça prend du temps en fait. Et est-ce que par rapport, enfin, tu as évoqué un peu la lenteur, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus ou est-ce que tu penses que c'est une bonne chose parce que du coup ça permet justement de valider des normes, d'être sûr que le projet va bien se construire
Ou est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de fluidifier Ouais, largement. Là, je te dis ça. Je ne veux pas dire qu'on a encore les générations des boomers qui sont encore là et qui ralentissent les choses. Parce que sinon, après, je vais me faire taper dessus. Quoique, ils regardent peut-être pas Instagram et tout, donc on peut parler entre nous. Non, mais en gros, tu peux fluidifier. Tu as Ouais. d'abord une génération de fonctionnaires en fait, qui n'est pas forcément adepte du changement. C'est aussi en fait générationnel, il faut Ouais. se le dire. Tu vois. Il y a des gens qui sont, ça fait 30 ans qu'ils sont à ce poste-là, ils font les choses de la même manière tout le temps, ça leur va très bien. Et donc toi, quand tu arrives avec des trucs un peu chamboulants ou envie d'aller vite, Ouais, surtout que j'imagine, tu sais, aujourd'hui, on voit dans toutes les entreprises, on met de l'IA, on met du bien machin. sûr. Dans la fonction publique, si on commence à mettre de l'IA, ça Ouais, va. j'imagine même pas. Mettons juste Outlook jusqu'au bout, on verra. Non, non, mais donc en fait, tu vois, tu as aussi ce truc-là un peu générationnel qui, je pense, pose encore problème dans la Ouais. fluidification. Après, tu as aussi un millefeuille administratif qu'on subit aussi, qui fait qu'on est tributaire de plein de validations et de décisions. Et ça, je pense que ça peut se fluidifier, mais c'est plutôt par la loi et par Ouais. des réformes institutionnelles que ça peut s'arranger. Mais oui, on peut largement gagner du temps. Il y a des trucs. Après, et c'est là où tu te dis que le politique a un rôle, c'est que quand le politique est déter, quand le politique a un vrai leadership, il impose son calendrier à l'administration. C'est-à-dire que c'est le maire qui décide. Quand le maire dit, écoutez, vous vous débrouillez, moi je veux qu'au 1er janvier, tel projet soit mis en place, Ouais. ça déroule. Mais quand on manque un peu de leadership politique et que les élus se laissent un peu avoir par les arguments d'administration pour ralentir ou pas le projet, etc., voilà, ça peut prendre plus de temps. Et du coup, avec le leadership politique qui permet d'aller droit sur le calendrier, on perd en démocratie participative. Exactement. Donc, il y a l'équilibre à trouver. Ouais. C'est l'équilibre assez fin, en fait, de trouver quand même le temps de concerter, de mettre les habitants dans la boucle, mais d'aller vite quand même, parce que les gens veulent qu'on aille vite. Ouais. Donc après, à la fin, quand on va pas vite, On se fait aussi nous le taper sur reproche. les doigts. Ouais, Mm. donc il y a un équilibre à trouver. Et tu as parlé aussi du fait que, par exemple, sur le millefeuille administratif, c'est aussi aux parlementaires d'essayer d'améliorer les choses à travers les lois. Euh, on en revient aussi à ce que toi, tu as vécu en tant que parlementaire. Comment est-ce que tu fais le lien entre ce que tu vis en tant qu'élu, ce que tu as vécu en tant que parlementaire? Parce que j'imagine que ça te permet aussi de mieux comprendre Bien sûr. les lois et dans quel cadre tu évolues. Euh, je pense que alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que en fait, pendant très longtemps, on a eu des députés maires, en fait. Ouais. Donc en fait, ces gens-là, qui faisaient les lois pendant des années, étaient aussi des maires. Donc c'est vrai que parfois, je me dis, mais à quel moment ils n'ont pas pensé à certaines choses? Alors, je sais pas, est-ce que c'est du fait de certains lobbies? Est-ce que c'est du fait générationnel? On ne veut pas de changement, en fait. Je ne saurais pas l'expliquer, mais effectivement, il y a un décalage profond. Et je pense que même les parlementaires aujourd'hui sont conscients de ça. Mais en fait, je pense qu'il y a un truc qui est encore plus fort que le député, que le maire, c'est l'appareil techno, un peu technocrate Ouais. de la France. Je pense que ce truc-là est d'une lenteur pas possible. Et surtout, quand aujourd'hui on a des ministres, quand on prend aujourd'hui le gouvernement depuis Emmanuel Macron, depuis 2017, on a un renouvellement des gouvernements qui est quasi permanent. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de projet sur le long terme. Faire une réforme institutionnelle pour changer les institutions ou le millefeuille administratif, ça ne peut pas se faire en 3 mois. C'est des choses qui prendront énormément de temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as une continuité administrative qui est faite par ces technocrates qui, eux, ne bougent pas et qui, eux, veulent que ça ne change pas, qui, eux, en fait, sont toujours Mais là. En c'est fait. les gagnants, en fait. Eux, Donc, c'est les gagnants de l'histoire. Et en fait, ouais. même quand ça change de ministre, c'est toujours les mêmes. Ouais. Par contre, les ministres, eux, ils restent 6 mois et puis ils s'en vont. Donc en fait, à la fin, en fait, eux, ils continuent à maintenir un statu quo qui leur Ouais. arrange très bien. Et le politique, il a du mal aujourd'hui à avoir des vraies visions sur le moyen et long terme. Ce sont une des problématiques en France depuis des années. C'est qu'aujourd'hui, on vit sur du one shot et du court terme en permanence. Ouais, ouais, carrément. Et donc dans le même temps que tu es quand même élu à la mairie de Cergy, tu poursuis tes études, plus en droit cette fois, Ouais. mais tu passes à l'ESSEC. C'est ça. Déjà, comment est-ce qu'on se sent quand on vient de l'agglomération de Cergy-Pontoise, qu'on est fils d'ouvrier et qu'on arrive à l'ESSEC? Parce que je pense que c'est une fierté. Moi aussi, tu viens un peu un décalage peut-être culturel avec les autres. Comment est-ce que toi, tu as vécu la chose? Déjà, comme tu dis, c'est une fierté. C'est-à-dire que quand tu grandis à Cergy, d'abord, ce qui est triste, c'est que tu as énormément de jeunes qui ne savent même pas ce qu'est l'ESSEC. C'est-à-dire que tu as vraiment un tas de jeunes, et je ne saurais pas dire le pourcentage, mais tu vas dans les lycées à Cergy, tu demandes à tous les lycéens, je ne sais pas, peut-être 80% ou 75% ne connaissent même pas l'ESSEC, en fait. Et moi, j'ai grandi un peu comme ça, en fait. Et en fait, moi, je passais souvent devant l'ESSEC, c'est l'histoire qui m'a beaucoup marqué et que j'ai eu l'occasion de raconter, c'est que moi, je passais souvent devant l'ESSEC avec mon père, parce que c'était un peu sur le chemin pour rentrer chez nous.
Et donc mon père m'en avait parlé d'ESSEC. Il m'avait dit c'est l'ESSEC, c'est une grande école de commerce, etc. Et il m'avait dit j'espère que tu vas bien travailler à l'école, et si tu travailles bien à l'école, eh ben, tu pourras envoyer ton enfant à l'ESSEC. Et en fait, c'était tellement pour lui un truc inatteignable qu'il n'envisageait pas Il que fallait son plusieurs propre fils, générations pour y exactement, il arriver. fallait se... Et en fait, voilà, la vie faisant que, j'ai pu y accéder. Donc forcément, il y avait cette fierté de se dire, bah voilà, j'ai grandi, mon lycée était à littéralement 600 mètres de l'ESSEC. Et quand j'étais au lycée, je ne connaissais pas Ouais. l'ESSEC. C'est-à-dire que je Ouais, c'est termine juste ma qu'il y a tellement un terminale. décalage. Ouais, en fait, t'as déjà pour moi une des plus grosses problématiques, c'est le manque d'accès à l'information. Ouais. Dans tous les dispositifs, tu sais même pas qui a quoi là, tu sais même pas. Enfin, tu vois, on est encore plus quand tu es jeune, et si t'as pas un environnement familial qui lui a déjà les informations, t'es à côté de la plaque. Mais c'est un truc qui m'a fait rire quand je remplissais mon formulaire pour m'inscrire à l'ESSEC. Il te demande la profession de tes parents et tout, et il te demande si tes parents c'est des ESSEC et de mettre le numéro d'ESSEC de tes parents. Ah bon? C'est incroyable, ouais. Donc, quand tu t'inscris à l'ESSEC. Donc en fait, tu as tellement ce schéma-là de reproduction sociale qui est tellement intégré Ouais. qu'en fait, pour les gens à l'ESSEC, c'est normal que tes parents aient fait l'ESSEC. Et que tu peux Oui. même mettre leur numéro d'étudiant de quand ils y étaient. Donc c'est incroyable. Donc ça rejoint ce que je te dis sur l'environnement familial. Si tu n'as pas des parents qui connaissent les dispositifs d'accès, qui connaissent les grandes écoles, qui connaissent les passerelles, qui connaissent la prépa, Ouais, t'es limite en déjà fait, en retard. évidemment. Ouais. Et donc quand j'arrive à l'ESSEC, oui, effectivement, décalage. Après, comme franchement, j'étais un élève fantôme. C'est-à-dire que j'étais présent au strict minimum des cours que je devais valider. J'étais au mardi de l'ESSEC parce que T'avais des contacts. j'avais des tu pouvais contacts. J'ai fait amener- venir François Hollande au mardi de l'ESSEC Ouais. aussi, tu vois, à l'ESSEC. Mais tu vois, j'ai pas eu une vie étudiante. J'allais pas là, je faisais pas la fête et tout. Je bossais déjà. Enfin, Ouais, c'était vraiment pour moi, juste c'était des pour, gamins. Vraiment, genre, c'est j'arrivais juste même pas à pour dire parler avec papa, eux. regarde, Ouais, de ouf. regarde le diplôme, je l'ai Ouais, fait. voilà, j'ai ma mine l'ESSEC. Cadeau, ça fait plaisir à tout le monde. Mais voilà, j'ai un chapeau pour une cérémonie, c'est très bien. Tu vois. Ok, et donc tu arrivais quand même à assez bien concilier ton rôle d'élu, ton taf et ce que tu faisais en tant Ouais, qu'étudiant. c'est l'avantage de l'ESSEC. L'ESSEC, c'est une école incroyable, même si j'en ris un peu, mais pour le coup, en termes d'enseignement, en termes de qualité d'enseignement et en termes d'organisation. Tu vois, on peut s'inscrire, on fait des cours quand on veut, on arrange notre agenda quand on veut. À ce moment-là, moi, j'ai une boss qui était trop bien aussi, qui me laissait faire tout ce que je voulais avec mes cours. Elle savait que j'étais en cours le jeudi après. Enfin, tu vois, je m'étais bien organisé. Et les profs sont aussi très conciliants, tu vois, quand ils savent que tu es élu en parallèle, que tu bosses. Ouais, il te laisse un peu plus de Ouais, liberté. ouais, donc j'ai pas eu de problématique particulière sur l'ESSEC là-dessus. Ok, et donc, comme on l'a dit, tu bosses dans le même temps. Tu as réussi à avoir une opportunité en tant que directeur de cabinet. Ouais, c'est ça. Tu peux nous expliquer un peu comment c'est arrivé et aussi le rôle d'un directeur de cabinet. En gros, comment c'est arrivé? En fait, moi, à ce moment-là, donc je te dis, quand je fais venir François Hollande à Cergy, je commence à être connu, entre guillemets, par les élus Ouais. de l'agglo. Et en fait, je me fais du lien avec une maire qui est la maire de Courdimanche, qui est une ville de l'agglomération Cergy-Pontoise. Et à ce moment-là, elle m'appelle quelques mois avant, elle me dit, ouais, je recherche un DIRCOM ou une DIRCOM, est-ce que dans ton réseau, tu as des gens qui peuvent... Je dis, écoute, je vais partager l'annonce sur mon LinkedIn, envoie-moi la fiche de poste et tout. Et quelques mois après, elle me rappelle et elle me dit, ouais, voilà, bah, j'ai ma DIRCAB qui s'en va, je cherche un DIRCAB. Et moi, du coup, par réflexe, je dis, bah écoute, je vais partager l'annonce sur mes réseaux. Elle me dit, non, non, mais là, c'est pas tes réseaux que je veux, c'est toi. Ah, je lui dis, mais attends, moi, je suis en alternance. Moi, en fait, quand je suis passé à l'ESSEC, je suis resté en alternance parce que BNP voulait me garder. D'accord. Donc, du coup, BNP me garde en alternance. Donc, je fais ma première année de l'ESSEC en alternance. Je dis, ouais, bah en fait, moi, je suis en alternance, j'ai un contrat de 2 ans et tout. C'est chaud. Ouais. C'est chaud et tout. Elle me vend le truc de ouf. Ouais, si, ça, truc, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. Et elle me dit, écoute, je te laisse réfléchir et tu me tiens au jus. Et donc j'y réfléchis et je finis par sauter sur l'occasion. Donc je démissionne de mon alternance. Je vais au CFA de l'ESSEC, je leur dis je vais démissionner de mon alternance. Ils disent mais pourquoi monsieur, ça va pas, tu vois, genre ils te payent ton école et Ça tout. n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, tu vois, les gens ils galèrent. Je fais ouais, moi j'ai un truc en tête là, vas-y. Je sais même pas comment faire le formulaire, mais attendez, il y a un des préavis, c'est combien? Bref, limite j'ai créé un cadre d'école à l'ESSEC, tu vois, c'est trop drôle. Je démissionne de mon alternance et du coup je deviens DIRCAB à Courdimanche à ce moment-là. Ok, mais du coup, t'as quand même, enfin, c'était sous format alternance Non, non, ou Ok, directement. non, j'étais en job. J'avais Ok. un CDD. Et ça y est, j'étais dans la vie d'adulte. La vraie vie. Ouais, la vraie vie. Et du coup, quel est le rôle un peu d'un DIRCAB? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton quotidien En fait, le DIRCAB, c'est. Alors, on dit toujours que c'est le bras droit du maire, donc c'est le plus proche collaborateur. En fait, le DIRCAB, c'est un peu un chef de projet plus. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. tous les projets qui sont faits dans la ville doivent passer par le DIRCAB. Parce que c'est le DIRCAB qui fait la validation politique en fonction de ce que le maire veut.
et c'est lui qui doit suivre l'opérationnalité, enfin l'opération. Ouais. Je prends souvent un exemple très concret. Ça va durer 30 secondes, mais ça schématise bien le truc. Parfois, on a des habitants qui vont nous dire, ouais, sur telle rue, il y a des voitures qui roulent trop vite. Ok, moi j'en parle au maire, je fais, ouais, t'as vu, apparemment il y a telle remontée, etc. Bon, bah ouais, effectivement, on va essayer de voir, ok, je te donne le feu vert, essayer de trouver une solution. Ce que je fais, moi, c'est que je vais solliciter la police municipale, je leur dis, faites-moi un relevé de vitesse pendant une semaine, et je veux un tableau qui me dise qu'effectivement il y a des excès de vitesse. Bim, on fait ça, on fait une réunion après, ils me le confirment, je vais voir les services techniques, je fais une réunion sur site, on va sur la rue, on regarde les aménagements possibles. Ok, bah là-dessus, on pourrait faire ça, on pourrait faire des chicanes ici, un rond-point, on pourrait faire une intersection à ce niveau-là, etc. Après, je vais aller faire une réunion avec les finances, voir budgétairement qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qui rentre dans les clous, etc. Et ensuite, une fois qu'on a le projet qui est ficelé, je le présente au maire. Je fais, voilà, on a ce projet-là, il y a ça qui peut être fait, il y a ça qui peut être fait. Il me donne son feu vert. Et puis après, derrière, bah, je vais faire la communication auprès des habitants, je fais une réunion avec les habitants, Ouais. on y revient, pour m'assurer que ça correspond bien à ce qu'ils attendent, etc., etc. Je fais la com, et puis ensuite, les travaux vont débuter. Et là, mon travail, c'est aussi de suivre la durée des travaux, la réalisation des travaux, faire les visites Ok, de chantier, jusqu'au jour où on livre en fait le projet final. ok. Là, j'ai parlé d'un truc voirie, tu vois, c'est très spécifique, mais en fait, c'est partout, c'est pour te donner un peu le mécanisme sur toutes les Ouais, thématiques qu'on peut faire. donc au final, t'es l'application, enfin, tu t'assures de l'application technique des décisions Politique, politiques. exactement. Ok, ok. Et sur tous les sujets, du Tous coup. les sujets. Et c'est ce qui rend le job, moi, je trouve passionnant, c'est que je peux faire de la culture, du sport, de la vie associative, de la voirie, des travaux, de la rénovation Ouais. d'écoles, des conflits de voisinage. En fait, tout passe par le cabinet du maire. Et est-ce que, enfin, le lien avec les élus avec les autres élus en tant que directeur de cabinet du maire, est-ce qu'il est plutôt bon? Enfin, est-ce qu'il est conflictuel? Comment est-ce que ça se passe? Parce que t'es un peu le second, je dirais, mais en même temps, t'as pas forcément la légitimité Ouais. d'avoir été élu, donc il y a un conflit à ce niveau-là, Ça, je ça peut pense. exister, il y a des mairies où ça se passe très mal. Il y a des directeurs de cabinet qui sont haïs par les élus. Ok. Moi, j'espère qu'ils me haïssent pas, hein, parce que je suis pas au courant. Après, en fait, il faut travailler en bonne intelligence. C'est-à-dire qu'ils ont une légitimité que tu n'as pas effectivement, mais toi, tu as des infos qu'eux n'ont pas. Oui. Parce qu'en fait, quand tu es élu, par exemple, je sais pas moi, à l'éducation, tu es au courant que des sujets d'éducation. Mais quand tu veux mener un projet qui impacte, je sais pas, tel ou tel secteur, ils n'ont pas cette visibilité 360 Ouais. ou cette transversalité. Toi, l'avantage, c'est que tu as accès à tout le monde et tu as les infos de tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'appelle n'importe quel service, je demande une info, je l'ai. Ouais. Et donc ça, c'est une force pour un DIRCAB. Et donc moi, l'idée, c'est d'être un appui aussi pour les élus. Un élu va me parler d'un projet, je fais attention, fais gaffe, j'ai entendu parler que... tu vois, moi, je suis là aussi pour mettre les points de vigilance. Et après, moi, je suis là aussi pour aider à la décision, en fait. Mon job, Ok. c'est de les aider dans Ouais. leur décision. C'est de leur donner des infos qu'eux ne peuvent ne pas avoir, ou de les éclairer. Et puis, du coup, eux, ils demandent aussi à être accompagnés. Ok, ouais, donc faut vraiment se positionner en soutien Ouais, plus. c'est ça. Ouais, ok, ok. Et donc là, tu t'es encore directeur de Ouais, cabinet dans une autre ville, maintenant, j'ai bougé. dans une autre ville? Ok. Un peu plus grande, maintenant, ouais. Et toujours dans l'agglo, Toujours, ouais. Cergy-Pontoise, enfant du territoire. enfant du territoire, je kiffe. Je suis à Vauréal, là, c'est une ville de 16 000, 17 000 habitants. Donc c'est un peu plus gros. Donc pareil, je m'éclate. Il y a une belle ville, des belles infrastructures. Et est-ce que tu sens que, du coup, en étant plus du côté où on prend les décisions, on les applique, etc., tu trouves que la dynamique est positive? Comment tu vois les choses? Je vais dire que forcément oui. Non, mais en fait, ça dépend beaucoup. On parlait du leadership politique. Moi, le maire avec qui je bosse, c'est un gars qui impulse, qui a envie que ça aille Ok. vite. Je suis complètement en phase avec lui. Donc ça, c'est un gros plus. Et de toute façon, c'est des jobs, si t'es pas en pleine confiance avec le gars ou la personne avec qui tu bosses, ça ne marchera pas. Mm. Parce que vraiment, c'est une relation vraiment de confiance, quoi. Tu sais tout, lui, il sait tout sur toi. Enfin, il y a ce truc où tu es son appui, il a besoin de toi en permanence, tu rédiges ses discours, tu es au courant de tout, quoi, en fait. Et tu dois être ses oreilles et ses yeux parce que tu es submergé d'infos. Tous les jours, tu reçois des trucs. Et donc, c'est à toi de faire le tri, de lui mettre des points d'alerte. Ah, fais gaffe, on m'a parlé de Ouais. ça, il y a ça qui va arriver, etc. Donc, ouais, non, nous, on est sur une bonne dynamique. Donc, j'espère qu'on va gagner. Enfin, le maire pour qui je bosse va gagner les élections Pour continuer en un mars. peu Exactement, l'aventure. Ouais, parce que du coup, ce que tu me disais un peu plus tôt hors caméra, c'était que toi, ton destin, il est beaucoup lié ouais. au maire. C'est des contrats où, en fait, si le maire s'en va, tu t'en vas C'est aussi. fini. Est-ce que tu penses pas que ça peut porter préjudice à la continuité Oui, mais après, on va dire que tu as l'administration qui, elle, est là pour la continuité. Ok, C'est-à-dire que moi, fondamentalement, j'ai une vision purement politique. C'est-à-dire que quand je mets des projets en place, c'est politique. ouais. Donc c'est logique, en vrai, s'il y a un nouveau maire avec une nouvelle vision politique, qui vienne avec Ouais, parce que toi aussi, en son fait, DIRCAB. étant donné que tu as été donné dans la vision politique, tu peux pas t'en séparer. Donc, si. Exactement. Ok, Moi, je vais pas aller bosser pour un gars ou pour une meuf avec qui je partage pas du tout les ouais, mêmes visions. Si c'est quelqu'un de droite, enfin, c'est pas possible pour moi. ouais. Une vision, en fait, je suis fondamentalement politique.
Ok, ok. Et donc, là, en mars 2026, il y a les prochaines campagnes municipales, comme tu l'as dit. Donc, tu comptes te représenter, toi, sur la ville de Cergy. Yes. Comment est-ce que, je dirais, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes parce qu'on sait que le taux d'abstention chez les jeunes, il est assez élevé. L'intérêt pour la politique, il est assez faible. Euh, et aussi, en réalité, enfin, quand on voit aussi ce qui se passe au niveau national, ça donne pas forcément envie Bien de sûr. s'y impliquer plus en détail. Déjà, comment est-ce que toi, tu vois le futur politique de la France? Parce que là, on rentre comme dans une crise démocratique. Et ensuite, tu nous diras quels conseils tu pourras avoir pour les jeunes. L'avenir de la France, je pense que celui qui est capable de le lire, il serait très riche. Non, bah là, on va quand même vers une période de flou quand même qui est assez incroyable. Je pense que les décisions politiques sur les dernières années sont catastrophiques. Moi, je m'en cache pas. Enfin, tu vois, si on parle Ouais. purement politique, moi je pense que l'orientation et les choix d'Emmanuel Macron ont été complètement destructrices pour le pays, à la fois sur le fond, sur les décisions purement politiques, mais aussi dans la gestion administrative du pays, dans la gestion gouvernementale, dans le choix des ministres. Enfin, on a eu aujourd'hui des élections intermédiaires avec les législatives anticipées, etc. Il n'a jamais retenu aucune leçon de tout ce qui s'est Mm. passé. Donc pour moi, économiquement, financièrement, le pays va mal. On a encore perdu des points de notation cette semaine. Donc j'arrive pas à être optimiste Ouais. malheureusement sur l'avenir du pays. Et même si demain on avait une dissolution, je suis même pas certain que ça éclaircirait le Ouais, spectre la politique en fait. situation dans laquelle on est. On aurait en plus de députés RN, mais ils n'auraient pas de majorité. On aurait encore une assemblée un peu Ouais. éclatée avec des groupes qui se neutralisent. Donc en vrai, aujourd'hui, malheureusement, tout le monde attend juste 2027 qu'Emmanuel Mm. Macron parte, quoi. C'est Ouais. terrible, hein, mais en fait, on est dans le statu quo total et on espère juste que le pays va pas trop couler en attendant, quoi. Ouais, donc là, on a besoin de réformer le pays, en fait, on est obligé d'attendre. C'était exactement ça. Et malheureusement, je suis pas sûr que ceux qui arriveront au pouvoir sont les bons réformateurs. Après, bien nous le dire. On croise les doigts, on verra comment ça se Ouais. passe. Mais du coup, si par exemple, bon, en 1 an et demi, ça va être compliqué, mais euh, d'ici 2027, comment est-ce que, en tant que jeune, on peut essayer de faire en sorte que l'avenir soit plutôt positif aussi? Parce que moi, ce que j'ai tendance à me dire, c'est que on se retrouve avec des politiciens qui font pas mal de démagogie et qui vont surtout vers ceux qui votent, donc Bien sûr. en règle générale beaucoup plus les seniors, alors que leur rôle c'est aussi de planifier l'avenir Bien sûr. et que l'avenir c'est la jeunesse. Ouais. Donc il y a un petit souci. Tu diras ça au gouvernement qui a fait la réforme des retraites alors, hein. Non, mais moi je suis d'accord. Bah, pour répondre du coup à la question d'avant, et ça Ouais, va créer un lien, c'est que bah, déjà il y a une étape qui est les municipales. En fait, moi si j'ai un mot à dire, on le dit toujours, c'est facile à dire, c'est engagez-vous. Engagez-vous, mais sachez qu'on ne va pas vous laisser la place. Vous attendez pas à ce qu'on vous ouvre les portes avec le sourire. On aura besoin de vous parce qu'on vous voudra sur la photo, mais il faut être structuré, il faut être mm, intelligent. Il faut essayer de toujours créer des mouvements collectifs. C'est un truc qu'il faut garder en tête. Il ne faut pas penser que tout seul, on pourra révolutionner le game. ouais, C'est-à-dire qu'en fait, tout seul, on est isolé. Quand on est isolé, ceux qui ne veulent pas forcément suivre ce que veut la jeunesse, c'est parfait pour eux, quoi. Ils t'ont ils te gardent dans un petit coin, ils te donnent deux, trois trucs, ils t'endorment, ou au pire, ils te mettent de ouais, côté parce qu'ils peuvent se débarrasser de toi facilement. C'est un engagement collectif, vraiment rentrer en masse. Et puis, à ceux qui ne souhaitent pas s'engager en première ligne, faire confiance aux jeunes qui s'engagent et aux gens qui peuvent leur ressembler dans les combats et les aspirations. Et quand vous avez quelqu'un qui, selon vous, est en phase avec ce que vous défendez, soutenez-le. mm, Soutenez-le, allez voter, peu importe que vous pensiez qu'il peut gagner ou qu'il ne peut pas gagner, peu importe le pourquoi du comment, qu'il ait des moyens, qu'il n'ait pas de moyens. Intéressez-vous à ce qu'il fait, partagez. C'est devenu super facile aujourd'hui de soutenir. ouais, Partager sur les réseaux sociaux, ça coûte rien. Les gens ils passent leur vie à partager des vidéos de chats qui font des conneries sur leur story. Et quand il faut soutenir quelqu'un, on est incapable de le ouais, faire. c'est clair. C'est ridicule. Quand on sait le temps et l'énergie que ça demande, les sacrifices personnels de s'engager politiquement, le minimum, c'est de pouvoir voilà, Être soutenu, ouais. être soutenu. Donc ouais, s'engager collectivement et soutenir ceux qui peuvent combattre pour nos idéaux. Ok, bah sur ces belles paroles, on va pouvoir clôturer le podcast. Bah, merci encore Merci à toi, d'avoir été Louis. présent et merci pour tes réponses. Et puis on se retrouve très vite pour voir les résultats de la campagne. Avec grand plaisir.